Bonsoir. Bonsoir, madame. Essayez d'animer, activer l'écran. Animateur, active l'écran, s'il te plaît. Active, partage écran. Voilà. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, on termine l'analyse géostat d'un variogramme. Donc, en rappelant que la dernière fois, nous avons bien vu les démarches à suivre pour interpréter un variogramme. Donc, je rappelle juste pour l'interprétation, nous avons bien dit que l'interprétation s'étale sur deux parties. La première partie, c'est interpréter le variogramme en fonction de son comportement à l'origine. Vous avez alors ces cas, un variogramme sans effet de pépite, avec effet de pépite et avec effet de pépite pur, et un variogramme avec un comportement non linéaire à l'origine et un variogramme avec un comportement linéaire à l'origine. Donc, la deuxième étape, c'est interpréter en fonction de son palier, le comportement de son palier. Il y en a alors des cas, il y a ce qu'on appelle un variogramme avec palier, un variogramme à effet de trou et un variogramme à structure gigone ou bien des structures emboîtées. Nous avons bien détaillé ça la dernière fois. En continuant l'analyse, bien sûr, avec un variogramme soit borné ou bien non borné. Donc, on continue, si vous voulez, l'analyse variographique d'un variogramme. Donc, pour l'analyse du variogramme, on doit suivre un organigramme du travail ou bien un plan du travail pour analyser le variogramme. Après l'interprétation, il faut analyser le variogramme. Mais comment? Donc, il y a trois étapes pour l'analyse du variogramme avant la modélisation et la recherche de sa fonction. Donc, la première étape, c'est la stationnarité, la présence ou l'absence. Madame, s'il vous plaît. Oui. Madame, j'ai une question. Oui, je vous écoute. Exemple, qui connaît des trois valeurs. Oui. ZX ou ZX plus H. Oui. Une seule distance. كي نجي نحسب بلا لوا تاع الفايوغرام. Écoute-moi bien, عندك trois valeurs ZX et ZX plus H. Plus H, une seule distance. Tu veux dire ça, عندك ZX la première valeur, ZX plus H et la troisième valeur, ZX plus H prime, سميها ZX plus H prime. C'est ça le raisonnement. Non, madame, عندي trois. Trois points. Trois valeurs. Mais le problème, madame, oui, trois valeurs. Trois valeurs, donc عندك deux distances. La distance entre la première valeur et la deuxième valeur, deux distances. La valeur et la troisième valeur, ou avec une distance كبيرة من la première et la troisième valeur. D'accord. T'as compris? Avec la première valeur et la deuxième valeur, بيناتهم une distance, donc تقدر تحسبها diagramme. La valeur الثانية, la valeur delta, donc il y a une autre distance, donc تقدر تحسبها une deuxième diagramme.
Et la possibilité, la troisième possibilité, il y a la valeur doula ou la valeur delta, la première et la dernière valeur. C'est un troisième variogramme. Il y a trois variogrammes, c'est bon, pour les valeurs. Donc, c'est les différences des valeurs. À chaque fois, tu as un variogramme. Donc, c'est gamma 1 plus gamma 2 plus gamma 3 sur 3 le carré. D'accord, D'accord. Donc, D'accord. donc, c'est la différence entre deux valeurs. Avec deux valeurs à une distance, la différence au carré, bien sûr, au carré, c'est le variogramme. On a avec trois cas possibles. Donc, gamma 1 plus gamma 2 plus gamma 3 sur 3, ça fait le variogramme total moyen pour cette répartition. D'accord, D'accord. D'accord, madame. Merci. C'était ça la question. Oui, madame. D'accord. Merci, madame. Pas de quoi, donc je reviens. Donc, après l'interprétation du variogramme, il y a une autre étape d'une analyse variographique en géostat, on appelle ça l'analyse du variogramme. Donc, l'analyse du variogramme a trois étapes aussi. Je vous présente ici un organigramme de travail pour l'analyse du variogramme avant la modélisation, parce que le variogramme, c'est une forme de courbe, et cette courbe en mathématiques, donc, elle doit avoir une forme de fonction, bien une fonction bien précise. Donc, avant l'arrivée à ce stade de modélisation, il faut d'abord analyser le variogramme. Comment on peut faire ça? C'est en suivant ces étapes. La troisième étape, la première étape, c'est déterminer la stationnarité. Donc, nous avons bien vu ça. Donc, je reviens en rappelant c'est quoi la stationnarité. Deuxième étape, c'est l'anisotropie. On va détailler cette deuxième étape. Et la troisième étape, les structures gibbon. On a déjà vu ce terme concernant l'interprétation du variogramme en fonction de son comportement de palier. On commence par la première étape, la stationnarité. Donc, je suis en train d'analyser le variogramme. Donc, je suis obligée de vérifier encore une fois la stationnarité. La stationnarité d'ordre 2, nous avons bien vu, ça c'est une hypothèse au préalable de géostat à partir de laquelle j'entame une analyse géostat. Et nous avons bien détaillé ça dans l'hypothèse de géostat. Mais je vous rappelle que la stationnarité d'ordre 2, elle est vérifiée quand vous avez les deux moments d'ordre 1 et d'ordre 2. Le moment d'ordre 1, c'est la moyenne. Le moment d'ordre 2, soit la variance, soit la covariance. La moyenne, c'est EZX, donc le E, c'est l'espérance. Donc, c'est l'espérance, on appelle ça en mathématiques la moyenne. Ou bien la variance ZX. Bien sûr, nous rappelons que ZX est la variable régionalisée. En géostat, on a nommé ça ZX. Donc, la stationnarité, vous avez les deux moments d'ordre 1 et d'ordre 2, qui sont des valeurs qui ne changent pas par changement de distance. C'est-à-dire, à chaque fois, vous changez les distances entre les valeurs et vous calculez la moyenne, ou bien vous calculez également la variance ou bien la covariance entre les mesures. Vous trouvez la même valeur. À chaque fois, vous changez la translation, vous changez la distance, vous avez la même valeur. Donc, dans ce cas, la stationnarité, elle est vérifiée. Généralement, la stationnarité, elle est donnée pour un projet géostat. Donc, si on est obligé de travailler par les méthodes géostat, la stationnarité, elle doit être donnée au préalable comme hypothèse vérifiée. Donc, ça, si vous voulez, la stationnarité, donc en rappelant que la stationnarité également nécessite le choix de la distance h ou bien ne pas h. Et nous avons bien dit que plus la distance entre les points de mesure est faible et petite, vous avez alors une forte corrélation entre les mesures. Plus vous augmentez la distance entre les mesures pour le calcul du variogramme, dans ce cas, vous pouvez avoir une variographie hors le champ du travail. Pourquoi? Parce que le lien et la corrélation entre les points de mesure devient faible et parfois il n'y a pas de lien carrément. Pourquoi? Parce que, la simple raison, parce que vous avez... Donc ça, c'est la première pour l'analyse du variogramme. Je répète, cette étape est généralement donnée pour une étude géostat parce que si on accepte une analyse géostat, c'est-à-dire que l'hypothèse, elle est déjà vérifiée. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est, je reviens à l'organigramme que j'ai donné tout à l'heure. La première étape, c'est la stationnarité. Donc nous avons bien détaillé ça au premier cours de géostat, hypothèse de stationnarité. Je rappelle également que la stationnarité vérifie alors les deux moments d'ordre 1 et d'ordre 2, ce sont des valeurs qui ne changent pas par changement de distance. La moyenne et la variance ou bien la covariance qui ne changent pas par changement de distance. À chaque fois que je calcule ces paramètres en changeant les distances, je trouve les mêmes.
valeur. Aussi bien le choix de distance, il faut avoir toujours une idée qu'il faut choisir une distance faible pour garder toujours le lien entre les points, entre les mesures, ou bien les valeurs de la variable régionalisée. Plus la distance augmente, plus vous avez un risque de dépasser la zone du travail et la variographie ou bien le variogramme d'une manière générale ne représente pas la zone du travail. Donc, deuxième étape pour l'analyse du variogramme, c'est l'anisotropie. Donc, anisotropie, à partir du terme anisotropie, c'est-à-dire il y a quelque chose qui n'est pas homogène, qui est anisotrope, donc c'est tout à fait le contraire de quelque chose isotrope, c'est-à-dire la même chose. Donc, c'est l'hétérogénéité de données qui donne alors une variographie différente. Alors ici, pour l'anisotropie, on a deux cas. Soit vous trouvez une anisotropie dite géométrique, soit vous trouvez une anisotropie zonale. Maintenant, l'anisotropie, quand est-ce que je dois la chercher? Donc, je suis dans la phase analyse du variogramme. Quand est-ce que je cherche l'anisotropie? Donc, la réponse, c'est que vous pouvez entamer la recherche d'une anisotropie quand vous avez deux variogrammes et plus. Pour la même variable régionalisée, bien sûr. C'est-à-dire quoi ça? C'est-à-dire vous avez une variable régionalisée, vous avez structuré cette variable régionalisée, bien sûr, cette variable a des mesures réparties dans l'espace, c'est-à-dire a des coordonnées. Donc, vous avez calculé le variogramme, le premier variogramme dans une direction donnée. Ensuite, vous avez changé la direction et vous avez calculé un autre variogramme. Donc, ici, vous avez deux variogrammes pour la même variable. Vous avez la même variable régionalisée, vous avez changé les conditions du travail, par exemple. Vous avez changé la température, vous avez changé la pression. En tout cas, vous avez changé les conditions de calcul pour la même variable. Pour le même problème, vous avez changé les conditions de calcul. Vous pouvez avoir alors donc deux variogrammes suivant ces deux conditions. Et généralement, en géostat et en géologie, c'est un problème de direction, c'est un problème de zonation. C'est-à-dire, parfois, vous avez, j'ai bien dit ça auparavant dans les cours précédents, donc nous avons bien dit que parfois les données sont réparties d'une manière régulière. Ici, il n'y a pas de problème, vous pouvez calculer un seul variogramme et ça reste là. Le problème se pose quand vous avez une répartition irrégulière, donc la répartition, elle n'est pas homogène partout, c'est-à-dire les données ne sont pas localisées d'une manière régulière. Il y a une partie là où il y a plus de données, il y a une autre partie, il y a moyennement de données, une autre partie, il y a plus de données carrément. Donc ici, c'est une irrégularité des répartitions des données. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut? Donc la variable, c'est la même variable, donc c'est le même problème, c'est le même sujet. Seulement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez calculer plusieurs variogrammes en fonction des directions. Donc, vous pouvez prendre une direction et vous calculez le variogramme. Ensuite, pour cette variable, ensuite vous changez une deuxième fois la direction, là où il y a d'autres données, et vous calculez un autre variogramme. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir deux variogrammes pour la même variable régionalisée. Donc, si vous avez deux variogrammes et plus, soit 2, soit plus, vous pouvez entamer l'analyse ou bien la recherche d'anisotropie concernant la phase d'analyse du variogramme. Donc, il y en a deux cas, anisotropie géométrique, anisotropie zonale. À présent, quand est-ce que j'ai une anisotropie géométrique? Ça, c'est la question que je peux la poser. Ou bien une anisotropie zonale. Donc, au départ, il faut d'abord calculer les variogrammes et tracer les variogrammes, les deux variogrammes suivant les deux directions, dans un même système axial. Ce que vous voyez ici, donc géométrique anisotropie, c'est-à-dire une anisotropie géométrique. Vous avez une variable régionalisée quelconque et vous avez tracé les deux variogrammes suivant le même système axial. Par exemple, ici, ça c'est un exemple d'ordre général. Vous avez un variogramme dans une direction horizontale et vous avez un variogramme dans une direction verticale. Donc, ils sont tracés dans le même système axial. Donc, bien sûr, sur l'axe X, vous placez les distances H à partir desquelles vous avez calculé le variogramme. Et l'axe Y, c'est les variogrammes que vous avez trouvés en calculant en utilisant ces valeurs. Pardon. Donc, en traçant les deux variogrammes sur le papier millimétrie, les deux à la fois, donc ici vous avez deux directions, vous pouvez avoir plus, plus de trois directions, c'est-à-dire plus de trois variogrammes. Donc l'idéal, vous avez deux variogrammes.
Donc ici, qu'est-ce qu'on remarque ici? Donc, si on revient à la représentation du diagramme théorique, donc au départ, nous avons discuté ce diagramme. Nous avons bien dit, ça c'est un diagramme expérimental théorique dont les éléments sont, c'est l'effet de pépite, la portée et le palier. Nous avons détaillé ces trois éléments. Donc ici, ça c'est l'objectif, c'est de chercher ces trois éléments pour les deux diagrammes. Donc chercher ici les trois éléments, effet de pépite, C0, palier C et la portée A pour ces deux diagrammes et comparer ces éléments. Donc, on compare ces éléments pour le premier diagramme et le deuxième diagramme. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? Donc, ça, c'est le diagramme horizontal et celui-là, c'est le diagramme vertical. On remarque, à partir de là, vous avez, si vous voulez, un seul palier qui est commun entre le premier diagramme et le deuxième diagramme. C'est-à-dire que vous avez le même palier. Le side, ici, le side en anglais, c'est le palier. Donc, vous avez ici, pour les deux diagrammes, même C. Vous avez le même C. Par contre, si, donc ici, c'est la représentation du palier. Par contre, si je cherche la portée, ça, c'est la première valeur et ça, c'est la deuxième valeur de la portée. Donc ici, pour ces deux diagrammes représentés à la fois en même temps, j'ai deux cas. J'ai la représentation suivante. J'ai deux diagrammes qui ont le même palier, le même C, et qui ont des portées différentes. Le même palier avec deux portées différentes. Ici, les deux diagrammes commencent par l'origine, donc C0 égale à 0. Peut-être le C0 commence par une valeur constante. En tout cas, ici, pour la représentation de l'anisotropie et la recherche de type d'anisotropie, le plus important, ce n'est pas la présence ou l'absence de l'effet de pépite. Le plus important, c'est de comparer la portée et le palier. Donc, ça se peut que, ici, dans ce cas que je présente ici, pour les deux cas, pour les deux diagrammes, commence par l'origine, donc il n'y a pas d'effet de pépite. C'est 0 égale à 0 pour les deux cas. Ça se peut, non? Ça se peut. Il y a une valeur constante, c'est-à-dire les diagrammes commencent par une valeur constante par l'intersection avec l'axe gamma et j'ai alors une valeur d'effet de pépite. Mais ce n'est pas l'élément que je me base sur pour déterminer la nature de l'anisotropie, un type d'anisotropie. Je répète, la première anisotropie, elle est appelée l'anisotropie géométrique. L'anisotropie géométrique, c'est quoi? C'est quand vous avez deux diagrammes calculés pour la même variable régionalisée dans deux directions différentes ou bien dans deux conditions qui ne sont pas les mêmes du projet. Donc ici, ce que je vous présente, c'est deux directions différentes, une direction horizontale et verticale. On trace les deux diagrammes suivant le même système axial et je compare les éléments. Je compare C et A et C0. C0 ici, c'est 0. Donc, qu'est-ce qui reste? Plutôt la portée et le palier. On remarque ici, il y en a le même palier, la même valeur du palier avec deux portées différentes. Donc, si vous avez ce cas, si vous avez tracé deux diagrammes pour deux directions différentes de la variable régionalisée, et vous avez trouvé ce cas, vous avez trouvé qu'il y en a le même palier avec deux portées différentes, vous pouvez dire que l'anisotropie ici, c'est une anisotropie géométrique. Donc maintenant, l'explication de cette anisotropie géométrique, c'est quoi? C'est tout à fait simple. Vous avez ici le même palier. Si je rappelle bien, le palier, c'est le début de changement de diagramme pour les deux. Pour les deux diagrammes, suivant les deux directions, calculés suivant les deux directions, j'ai la même valeur de déclenchement de la variation, c'est-à-dire le même point de changement de la variation. Seulement, cette variance, on a appelé ça la variance, si vous vous rappelez bien, sigma carré. Cette variance, sigma carré égale à C, cette variance représente alors, ou bien se représente en deux distances. La première distance, c'est A1 pour le diagramme 1, le diagramme vertical, et la deuxième distance, c'est A2 pour le diagramme 2, le diagramme horizontal. Donc, ça a alors l'explication de l'anisotropie géométrique. Deuxième cas de l'anisotropie, c'est l'anisotropie zonale. C'est l'inverse de l'anisotropie géométrique. C'est-à-dire quoi? Vous avez deux diagrammes calculés pour la même variable régionalisée, bien sûr, suivant deux directions différentes ou bien suivant des conditions qui ne sont pas les mêmes. En tout cas, vous avez deux diagrammes
pour la même variable. Et vous avez tracé les deux diagrammes suivant le même système axial, c'est-à-dire sur la même feuille de papier millimétrie. Qu'est-ce que vous avez constaté? Donc, ici, toujours, c'est un diagramme horizontal et vertical que je propose, c'est-à-dire une fonction verticale et horizontale. Comme exemple, donc, vous avez ici comme remarque, donc, dès la première des choses qui me frappe, c'est les paliers. Ici, c'est la première valeur de palier pour le diagramme horizontal, C1. Le SAIL, ça, ce qu'on appelle SAIL en anglais. Donc, ici, c'est la deuxième valeur de palier pour le diagramme vertical. Donc, du coup, le C1 est différent de deux paliers qui ne sont pas les mêmes. Par contre, si je prends les deux paliers et je fais la projection sur l'axe des distances, j'aurai alors la même valeur de la portée. La portée A1 pour le diagramme 1 et la portée A2 pour le diagramme 2 tombe strictement sur la première valeur A1. Donc, vous avez ici, dans ce cas, deux diagrammes qui ont deux portées, qui ont plutôt deux paliers différents avec la même portée. Donc, si je reviens à l'exemple tout à l'heure, bien l'anisotropie géométrique, vous avez deux diagrammes avec le même palier avec deux portées différentes. Ici, non, vous avez deux diagrammes avec deux paliers différents et avec la même portée. Donc, c'est tout à fait l'inverse. Le premier cas. Si vous avez ce cas, vous avez tracé le diagramme, vous avez cette forme d'anisotropie, c'est une anisotropie zonale. Donc, à partir de là, vous avez donné la deuxième étape d'analyse du diagramme, c'est l'anisotropie. Je rappelle bien que, et je répète, que l'anisotropie, je ne peux pas la chercher si j'ai un seul diagramme dans mon travail. C'est-à-dire si j'ai un projet ou un travail dans une entreprise ou là dans un mémoire de fin d'études ou là dans un travail de recherche, j'ai un seul diagramme. Cette étape, je répète, cette étape, j'arrive à l'analyse du diagramme, cette étape d'anisotropie, je peux la négliger. Je peux la négliger. Pourquoi? Parce que j'ai un seul diagramme. Pour chercher l'anisotropie, il faut deux diagrammes et plus. Ça, c'est la remarque. Madame, Donc, les deux diagrammes. Oui. pour notre projet, on a un seul diagramme. Alors, on a dépassé cette étape. Non, pour le projet, ce cours ne rentre pas. Donc, le projet, j'ai limité la dernière séance, j'ai limité votre travail. Votre travail s'arrête vers l'interprétation du diagramme, c'est tout. Vous avez compris? Oui. Le cours ne Madame, rentre on pas va dans faire un exemple, un exercice. un exercice pour l'anisotropie ou bien pour le Non. diagramme? Oui, pour le diagramme. Le diagramme, j'ai donné la dernière fois des exercices. Je ne sais pas si vous avez fait les exercices ou pas. J'ai donné des exercices. J'ai donné la méthode du travail, la méthode de chercher la solution. Est-ce que vous avez fait? D'accord ou non? Vous avez essayé la solution. Mais dites-le comme la méthode du travail. Dites-le comme qui fait dérouler les exercices. D'accord, madame. Non? C'est pas grave. Je reviens tout à l'heure. Je reviens tout à l'heure avant de finir avec vous l'exercice et je vous donne les étapes de solution, pas de problème. Mais pour le projet, ce cours ne rentre pas. Donc, j'ai limité le projet à l'interprétation du diagramme, c'est tout. Du coup, ce sera le dernier cours pour vous. Je dois vous libérer. Comme ça, vous pouvez terminer votre projet. Donc, la semaine prochaine, vous pouvez organiser des séances Zoom si vous avez des questions pour le projet. C'est tout. Donc, j'arrête. Et maintenant, je termine le cours. Ensuite, on revient pour la question projet. D'accord? Laissez-moi terminer juste le cours, s'il vous plaît. Donc, la deuxième étape, pour les exercices, pas de souci. Juste, je termine cette partie de cours et je reviens à les exercices que j'ai donnés la fois passée et je réexplique encore une fois la méthode de calcul du diagramme. Donc, la deuxième étape, je reviens ici pour l'analyse du diagramme. Donc, l'analyse du diagramme, c'est une étape d'une analyse géostat après l'interprétation. Vous avez tracé le diagramme,
Vous avez lu le diagramme, vous avez interprété le diagramme. L'autre phase qui suit, c'est l'analyse du diagramme. L'analyse du diagramme est également divisée sur 3 parties. La première partie, c'est la vérification de la stationnarité, la présence ou l'absence de la stationnarité. En tout cas, généralement, la stationnarité, elle est donnée. Deuxième étape, l'anisotropie. L'anisotropie, vous pouvez l'entamer donc vous pouvez entamer cette partie-là si vous avez 2 diagrammes. Si vous avez un seul diagramme, cette étape, je peux la négliger et je cherche la 3e étape. Donc, la 3e étape, c'est quoi? C'est les structures gigonies, la recherche ou bien la détermination de la présence ou l'absence des structures gigonies. C'est-à-dire quoi les structures gigonies? Donc, pour les structures gigonies, nous avons bien vu ce terme la dernière fois quand on a entamé l'interprétation du diagramme en fonction de son comportement de palier. Et c'était le dernier cas, structure gigone ou bien des structures emboîtées. Donc, si vous avez tracé le diagramme et vous avez trouvé cette forme, j'ai bien expliqué la dernière fois, cette forme, elle ne représente pas un diagramme simple. Pourquoi? Parce qu'un diagramme théorique qu'on a déjà vu au niveau du cours, c'est un diagramme qui contient 3 éléments, pas plus. Il contient un effet de pépite, un palier et une portée, ça reste là. Mais ici, ce que vous voyez ici, vous avez un diagramme avec 2 paliers et avec 2 portées. Donc, C1, C2, A1 et A2. Sachant que C1 est différent de C2, A1 est différent de A2. Donc, vous avez 2 portées différentes et 2 paliers différents. Donc, ici, si vous avez ce cas, vous avez alors une structure gigante. Nous avons bien expliqué la dernière fois, c'est-à-dire que la variable est subdivisée en 2 parties. La variographie, elle est divisée en 2 parties, c'est-à-dire comme si le diagramme est divisé en 2. Et si je compare avec l'anisotropie, parfois les étudiants se trompent concernant l'anisotropie zonale, et géométrique et les structures gigognes. Il est tout à fait simple que pour l'anisotropie géométrique ou bien zonale, c'est-à-dire l'anisotropie d'une manière générale. En tout cas, si vous avez une anisotropie, vous n'avez pas de structure gigone. Si vous avez des structures gigognes, pas question que vous avez une anisotropie. Alors, pourquoi? Parce que ici, vous avez alors affaire à 2 diagrammes avec soit 2 paliers différents avec soit avec 2 paliers, soit avec 2 portées différentes et avec le même palier. Ici, non. Ici, les deux sont différents. Soit les paliers, soit les portées. Les portées sont différentes et les paliers également. Donc, les deux ici ne sont pas les mêmes. Si vous avez cette forme, c'est-à-dire un diagramme avec deux courbures qui représentent alors 2 paliers avec 2 portées, ici, la présence ou l'absence de l'effet de pépite, pas de problème. Hein. Le diagramme, il peut commencer par une valeur constante, pas de souci. Donc, l'effet de pépite ne pose pas de problème pour l'analyse. Donc, s'il y a un effet de pépite, je vais le signaler. S'il n'y a pas, je laisse tomber. Donc, ça ne me donne pas une idée sur les parties d'analyse. C'est-à-dire, il n'a pas une influence. L'existence ou l'absence. Il a une influence seulement où la valeur de l'effet de pépite, elle est vraiment énorme, c'est tout. Sinon, si la valeur elle est petite, Kaina ou la Macanche, donc ça ne pose pas de problème. En tout cas, si la valeur est petite, j'accepte. Mais non, si elle n'existe pas, tant mieux. Donc, il n'y a pas d'erreur au niveau des mesures. Donc, c'est ce qu'on appelle les structures gigones. Je répète, l'analyse du diagramme s'étale également sur 3 phases. La 3e phase, c'est l'étude de stationnarité, c'est la recherche des 2 moments d'ordre 2, M1 et M2, la variance, la moyenne, la variance et la covariance qui ne changent pas par changement de distance. Également, le choix de distance, il doit être un choix petit pour garder le lien entre les mesures. 2e étape, c'est la détermination de l'anisotropie. Cette étape, je peux l'entamer dans un seul cas quand vous avez 2 diagrammes et plus. Si vous avez un seul diagramme, vous ne pouvez pas déterminer l'anisotropie. Si vous avez 2 diagrammes ou bien plus, vous cherchez alors, vous tracez d'abord les diagrammes suivant le même système axial, c'est-à-dire sur la même feuille de papier millimétrie, et vous cherchez alors la comparaison entre les éléments. Si vous trouvez les mêmes portées avec 2 paliers différents, donc vous avez une anisotropie zonale. Si vous avez alors 2 portées, vous avez alors 2 paliers qui sont les mêmes avec 2 portées différentes, vous avez une anisotropie géométrique. Donc, sinon, si vous n'avez pas ce cas, donc, fort possible que vous avez la structure gigone. La 3e étape, c'est les structures gigones. C'est-à-dire, vous avez tracé le diagramme,
vous avez alors deux paliers avec deux portées. Donc à ce moment-là, vous pouvez dire que la structure ici, c'est une structure gigogne. On a expliqué les structures gigognes la fois passée. Maintenant, pour l'analyse, vous pouvez trouver, donc la stationnarité, pas de question, donc ça c'est une étape à déterminer. Maintenant, il reste alors l'anisotropie et les structures gigognes. Et soit vous trouvez une anisotropie, soit vous trouvez des structures gigognes. Les deux à la fois, ça n'existe pas. D'accord? Est-ce que ça va? Il y a des questions avant de passer? Pas de questions? Donc, si vous n'avez pas, de questions, oui, il y a une question? Si vous n'avez pas de questions, on passe à la modélisation du diagramme, ce qu'on appelle un ajustement modèle du diagramme. Je rappelle qu'au début de cours, nous avons bien dit que quand vous tracez le diagramme, il ne faut jamais relier les points. Vous aurez alors un nuage de points. Donc, cette reliure donc, est fausse. Donc, il ne faut jamais relier les points de cette manière. Qu'est-ce qu'il faut? J'ai bien dit qu'il faut prendre le crayon carrément sur la feuille du papier millimétrie et vous passez entre les points, à côté des points. Vous pouvez prendre un point, deux points, pas de problème. Si un point qui est vraiment loin, vous pouvez négliger. Donc, l'essentiel, qu'il faut balayer la totalité de nuages de points en restant à l'intérieur de la zone, là où il y a des valeurs, ou bien là où il y a les nuages de points. Et on a appelé ce modèle un modèle visuel. Pourquoi visuel? Parce que vous avez fait ça à la main. Maintenant, vous avez une forme de courbe, vous avez obtenu une courbe. Cette courbe en mathématiques a une fonction. La recherche de la fonction de cette courbe est appelée la modélisation. Donc, la procédure de chercher la fonction du diagramme, c'est la modélisation du diagramme. On appelle ça l'ajustement du diagramme modèle mathématique. Donc, je répète, ça, c'est ce qu'on appelle un modèle visuel. Vous avez tracé, si vous voulez, représenter le nuage de points, et vous avez alors tracé le diagramme en passant à côté des points à mi-chemin, et jamais relier les points, ça n'existe pas en géostat, c'est faux, il faut juste balayer les points. Maintenant, pour la détermination de cette fonction, il y a alors des étapes à suivre. Donc, ça, c'est les modèles diagrammes que vous pouvez trouver dans les projets. Donc, ça, c'est les modèles des formes des diagrammes que vous pouvez trouver dans des projets ou bien des articles. Et je vous propose les modèles à suivre et qui sont généralement utilisés en géostatistique. Donc, vous avez alors des familles, des modèles. Il y a ce qu'on appelle les modèles à effet de pupitre ou bien un modèle à effet de pupitre pur. Une autre famille des diagrammes avec palier. Une autre famille des diagrammes, c'est des diagrammes sans palier. Et la dernière famille des diagrammes, c'est des modèles à effet de trou. On se met d'accord sur une chose. Ce que je vous propose ici, c'est des modèles mathématiques respectés en géostat et utilisés carrément tels qu'elle est parce que ce sont des modèles démontrés déjà. Pour vous, vous n'êtes pas obligé de démontrer les modèles, vous êtes obligé de prendre le modèle tel qu'il est et chercher la représentation efficace pour le modèle que vous avez dans un travail ou bien dans un projet. Donc ici, le facteur essentiel pour le choix du modèle, c'est la forme du diagramme. Ça, c'est la chose la plus importante. La forme du diagramme vous dicte le modèle mathématique qu'il faut choisir. C'est pour cette raison que quand vous tracez le diagramme, essayez de bien faire la chose. Certes, ce n'est pas vraiment évident à la main sur le papier millimétrie, mais on essaye quand même d'éviter les erreurs, on essaie quand même de donner un modèle qui est vraiment proche de la réalité. Proche de la réalité, j'allais dire qu'un modèle bien. Parce qu'en géostat, l'outil informatique et la maîtrise d'un programme et d'un logiciel, c'est vraiment évident. Donc, on ne peut pas travailler par la géostatistique en utilisant la géostat sans la connaissance d'un outil informatique, bien d'un programme en géostat.
Et comme pour vous, c'est juste la théorie, donc c'est juste la géostat linéaire de nos variables, et comme vous n'avez pas une partie TD, plutôt TP, donc au niveau de la salle machine, donc on est obligé de vous donner cette partie-là théorique. Peut-être dorénavant, peut-être au niveau des cours de master, vous pouvez entamer la géostat et à ce moment-là, on va entamer la programmation et l'utilisation des outils, des logiciels en géostat. Et pour vous dire que la modélisation, ça se fait d'une manière idéale, d'une manière parfaite, en utilisant des programmes. Et la modélisation à la main, ça reste toujours acceptable à l'échelle réduite. Donc, c'est acceptable pour un exercice, pour un travail réduit, mais pour un travail réel dans une entreprise, je sais pas, dans un travail d'expertise, ça passe pas à la main. La modélisation à la main, ça passe pas. Il faut alors la maîtrise d'un programme et d'un logiciel en GST. Il n'y a pas de souci, donc je ne suis pas là pour faire des contraintes concernant le module, mais c'est pour nous donner des éclaircissements, pour vous donner des idées au plus tard. Quand vous utilisez la géostat, ce n'est pas vraiment à la main la géostat, ce n'est pas le calcul à la main, c'est la maîtrise nous quitte et on essaye de revenir à nos salles d'une manière convenable et habituelle. Et on propose des séances au niveau de la salle machine pour les étudiants de master. Ça, c'est pour les écoles parce que peut-être on n'a pas les moyens, je ne sais pas, sur ce sujet, je ne peux pas discuter. Il n'y a pas des salles machines qui comportent plus de 10 micros. Là. Et la géostat nécessite vraiment une machine pour 2 personnes au minimum. Revenons au cours, ça c'est juste... Madame, Oui. s'il vous plaît, juste par rapport au travail que vous avez demandé, Oui. juste si c'est possible d'avoir un exemple, comme ça on prend l'exemple et le cours, on peut travailler facilement, si c'est possible. Écoute-moi bien, je termine juste la partie AD du cours parce que c'est la dernière partie, le cours et le dernier cours. Au S1, c'est un peu plus délicat. C'est ça la dernière fois. J'ai donné les détails quand même. J'ai donné même un cas réel, un travail réel. Je présentais un travail réel. Oui, Allez, je reviens. merci madame. Donc, la modélisation, je répète, c'est la recherche, c'est l'opération de chercher une fonction mathématique pour le variagramme, pour le graphe. Il y en a alors combien de familles? 1, 2, 3, 4 familles. La première famille des modèles, c'est les modèles à effet de pépite. Le modèle à effet de pépite, gamma de H égale à 0, ou bien égale à C carrément. Donc, C0 plutôt, C0 à l'âge, parce que vous avez que l'effet de pépite. Nous avons déjà vu cette forme de variagramme quand on a interprété le variagramme en fonction de son comportement à l'origine. Nous avons bien dit que c'est un variagramme à effet de pépite pur. Si vous avez ce cas, nous avons bien dit que c'est un variagramme qui n'est pas significatif, c'est un variagramme où le modèle gamma de H égale C0, carrément, c'est une valeur constante de l'erreur. Oui, hein, je ne peux pas m'échapper à un gramme à effet de pépite pur. Donc, ce qu'il faut faire, il faut faire très attention aux données au départ. Il faut vérifier les données ou bien rejeter les données, refaire les calculs. En tout cas, je ne peux pas accepter ces données pour le calcul du variagramme.